Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 18. L'objectif d'Horror News Interview est toujours de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'interviewe Aurélien Zimmermann, membre de l'équipe de la plateforme de streaming française Shadows. Alors salut Aurélien et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, un plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, donc je suis Aurélien Zimmermann, chef de projet éditorial et programmateur chez Shadows, la première plateforme de streaming, donc plateforme de SVOD française dédiée au cinéma de genre et à l'horreur. Tout à fait, alors est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur ton parcours et quel est ton rapport à l'horreur et au fantastique ? Oui, donc mon parcours, moi j'ai toujours été passionné de cinéma, depuis un âge très jeune, et notamment de cinéma un peu bizarre, différent et horreur. Donc, ouais, même assez petit, j'avais envie de voir des trucs bizarres, des films d'horreur, tout ça. J'ai vu des trucs trop jeunes qui m'ont forgé, qui ont fait qui je suis aujourd'hui, qui ont fait que j'ai aimé ce genre. Et donc, j'ai toujours su que je voulais bosser dans ce milieu, mais je savais pas par quelle boule prendre. Après mon bac, je me suis dirigé vers un BTS audiovisuel. Et par la suite, j'ai fait une licence de cinéma. Et en sortant de là, j'ai commencé à me dire que je voulais éventuellement bosser à la communication ou le journalisme ciné. Et pendant ma licence, j'avais fait un stage chez Mad Movies, qui est un magazine que je lisais depuis ma plus tendre enfance. Donc c'était vraiment un accomplissement et une joie pour moi de faire un stage là-bas. Ça m'a apporté plein de contacts et plein de savoirs. Je tenais aussi en parallèle depuis quelques années un blog dédié aux films d'horreur qui s'appelait Watching the Scream, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a permis de me faire mes premiers contacts, mes premières expériences rédactionnelles. Je faisais un peu de pige aussi pour quelques sites. Et mes premiers festivals en tant qu'accrédité presse, tout ça. Et puis, fin 2019, après mon stage chez Matt, je cherchais du travail sur Paris et j'ai eu la chance de rentrer dans le projet Shadows assez vite, aux toutes premières étapes, avant le lancement, en tant que à l'époque community manager, et pour faire de l'édito, de l'animation de la plateforme et tout. Voilà. Et puis depuis, là, donc ça fait 4 ans maintenant, plus de 4 ans. Et depuis, mon poste a bien évolué, mes tâches ont bien évolué. Je fais partie de la petite équipe Shadows et on n'est pas beaucoup, donc on a tous beaucoup de choses à faire. Tout ce que je m'égare un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je suis très content d'avoir été là dès le début parce que vraiment, c'est un projet dont je me sens du coup très proche et investi et auquel j'ai contribué à faire le succès qu'il a aujourd'hui. Donc j'en suis très fier. Bah oui, effectivement, et tu peux, parce que c'est vrai que c'est une référence pour tous les amateurs de genre francophones, j'allais dire français, mais même francophones, hein. Parce qu'on en entend souvent parler, notamment du côté de nos amis belges, entre autres. Et tu parlais de trauma, de films que tu aurais vu peut-être un petit peu jeune. Qu'est-ce que tu aurais comme ça, des titres en tête ou... Ouais, bien sûr. Il y a eu un enchaînement de 2 films, je me souviens, qui m'ont vraiment marqué. Et c'est lié au premier Mad Movies que j'ai acheté. Donc c'est mon père qui me l'a acheté. On était au bureau de presse tabac et du coup je tombe sur une couverture de Mad Movies avec c'était La Colline à des yeux d'Alexandre Aja. D'accord. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être 2006, ouais, c'est ça. Donc c'était dans ces eaux-là. Donc j'avais 12-13 ans. Mhm. J'aimais déjà les films, le cinéma, les films d'horreur, mais c'est les films d'horreur que j'avais vus, c'était des trucs très grand public, un peu adaptés à mon âge. Voilà, les Gremlins, Mr. Jack, tout ça, j'étais fan. Jurassic Park, tous ces cinémas fantastiques, un peu adaptés à la jeune enfance, qui me parlaient, que je regardais en boucle. Et du coup, je tombe sur cette couverture de La Colline des yeux avec cette meuf avec un regard terrorisé et cette main sur son visage et puis ce titre rouge Mad Movies. Donc j'achète ça et donc j'ai dévoré le magazine et j'avais qu'une envie, c'était de voir ce film qui avait l'air si sulfureux et si violent. Bien sûr, je pouvais pas aller le voir au cinéma parce que j'avais pas l'âge requis, c'était interdit aux moins de 16 ans. Mais il se trouve que je l'ai vu d'une façon ou d'une autre, je sais plus, probablement illégalement, même si à l'époque le téléchargement c'était plus compliqué, mais je m'étais débrouillé pour le voir, mais ne téléchargeais pas. Mais voilà, j'avais qu'une envie de le voir. En fait, le mois d'après, le Mad Movies numéro d'après, donc là, à partir de là, je les ai tous achetés. C'était en couverture The Devil's Reject de Rob Zombie,
D'accord. Donc on était sur un autre film bien vénère et donc j'ai vu ces deux films, La Colline des yeux et The Devil's Reject, dès qu'ils étaient disponibles, dès que j'ai pu les voir, et ça m'a vraiment marqué parce que c'était les deux premiers films d'horreur adultes que je voyais, je pense vraiment du moins de 16, bien crado, et puis ça a forgé mes goûts parce que c'est vraiment deux films, l'Amérique profonde, le désert, les rednecks, voilà, ça sent la sueur, la poussière, et depuis c'est un cinéma que j'affectionne particulièrement, ce cinéma-là de redneck movies, d'Amérique profonde, et donc quand j'ai découvert quelques années plus tard Massacre à la tronçonneuse, en creusant le sujet, en comprenant que c'était le film un peu séminal du genre, j'ai pris une énorme claque et je pense que c'est devenu instantanément mon film préféré. Mais voilà, mais depuis, voilà, La Colline des yeux et Devil's Reject, c'est des films que je garde très proche dans mon cœur, et notamment Devil's Reject qui est vraiment, je pense, dans mon top 10 ever. C'est un film que je trouve incroyable sur plein d'aspects, mais notamment comment Rob Zombie arrive à rendre ces personnages monstrueux curieusement attachants, et en dépeignant un monde où en fait tout le monde est absolument dégueulasse, et c'est cette famille de psychopathes qu'on suit. En fait, le flic en face est tellement presque pire qu'eux, que en fait on apprend à s'attacher un peu à eux malgré tous les meurtres et atrocités qu'ils font. Et en fait, moi, ça m'avait, à l'époque, j'avais perçu ça et ça m'avait retourné le cerveau. J'étais en mode, attends, mais comment je peux être impliqué auprès de personnages si horribles? Et en fait, c'est que voilà, c'est la magie de la narration et de la mise en scène et de l'écriture. Et puis voilà, c'est complètement anti-manichéen parce que voilà, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais voilà, bref, c'est un film qui me passionne. Et donc, c'est voilà, deux films vraiment qui m'ont marqué. Et peut-être avant ça, je crois que le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma, c'était The Grudge, le remake produit par Sam Raimi, ouais, 2004, donc c'était avant. Mais ça, déjà, ça m'avait bien marqué aussi. J'avais bien flippé. Et ça, je pense, c'est mon premier souvenir cinéma en salle, quoi, horrifique. La J-horror, la vague de J-horror de l'époque, ouais. Ouais, et pour le coup, The Grudge, ouais, j'avais bien sûr pas vu le japonais avant ça, mais pour le coup, j'aime toujours le film aujourd'hui parce qu'il m'a marqué à l'époque. Et puis en plus, je trouve que c'est dans le haut du panier de toute cette vague de remakes américains de J-horror, et puis bon, toujours réalisé par Shimizu, donc ça garde un peu le charme de base, quoi. Ouais, l'empreinte, Ouais. ça marche. Alors, on peut en parler tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous présenter la plateforme Shadows? Tout à fait. Donc Shadows qu'on a lancé en mars 2020 après un crowdfunding sur Ulule qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà, on a bien compris qu'il y avait une attente et que les gens attendaient ça en France, parce que nous, bah, quand je dis nous, c'est l'équipe Shadows, hein, parce que bah, pour remettre un peu de contexte, Shadows, c'est une marque développée par VOD Factory, qui est une entreprise qui crée des plateformes de streaming vidéo, en fait. Enfin, on a développé un outil technique qu'on vend à des clients et on gère plusieurs plateformes plus ou moins grosses, mais voilà, comme ça va de Madeleine, de Lina, MKDo Curiosity, on a été sur le projet Brutix aussi un moment, enfin voilà. Et puis des plateformes plus petites aussi comme Courscreen, dédiées au cinéma LGBT. Et voilà. Et Shadows a un statut un peu particulier au sein de la boîte, c'est que on édite 100% en interne la plateforme, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes. Donc tout est fait de A à Z à l'intérieur de la boîte, donc la programmation, les mises en ligne, la communication, voilà, tout est internalisé. Donc moi, je suis arrivé chez VOD Factory pour m'occuper de Shadows. Pas tout seul, mais voilà, on est en gros, voilà, VOD Factory, il y a une trentaine d'employés, et aujourd'hui, quand je suis arrivé, on était 3 à bosser sur Shadows. Aujourd'hui, on est 5. Voilà, on a une petite équipe Shadows au sein de VOD Factory. Mais voilà, on bénéficie du travail des développeurs et des autres membres de la boîte qui bossent aussi pour d'autres clients. Mais voilà, on est un peu comme un client interne. Bon, c'est peut-être trop de détails, mais en tout cas, voilà le contexte de la plateforme. Mais donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment, quand on dit que c'est géré par une petite équipe de passionnés, c'est pas pour mettre de la poudre aux yeux et attendrir les cœurs, c'est des fans, c'est vraiment vrai. On a fait la plateforme que nous, en tant que fans d'horreur, on avait envie d'avoir en fait, et qu'on n'avait pas. Forcément, on connaissait Shudder, qui a été une inspiration, on va pas se le cacher, mais qui est pas dispo en France. Et du coup, voilà, on a vraiment fait la plateforme qu'on avait envie de voir arriver, parce qu'il y a une frustration quand tu es fan d'horreur sur les plateformes SVOD, même s'il y a des films d'horreur sur les plateformes généralistes, en fait, soit c'est du très grand public, soit c'est pas toujours terrible, et surtout tu trouves pas plein de trucs en fait que tu aurais envie de voir.
Et du coup, l'avantage de faire une plateforme de niche entièrement dédiée à ça, c'est que tu peux creuser le filon par tous les côtés et vraiment profondément, quoi. Donc nous, c'est ce qu'on fait, quoi. On a autant des vieux films cultes que moins cultes, mais qu'on trouve mortels, que des trucs récents, inédits, ou même pas inédits, mais qui ont été un peu oubliés avec les années, ou qui ont vraiment jamais eu d'exposition comme ils le méritaient. Donc voilà, en fait, nous, on prend que des films qu'on aime, qu'on trouve intéressants d'une façon ou d'une autre. Des fois, au sein de l'équipe, on n'est pas toujours d'accord, mais voilà, l'important, c'est qu'on trouve l'apport au catalogue intéressant. Et après, voilà, bien sûr, il y a des frustrations dans la prog, tu peux pas toujours avoir ce que tu as, mais voilà, tout ça pour dire que on se met pas de limite, et voilà, tant que c'est du genre et qu'on kiffe, on y va. Et voilà, on a lancé donc en mars 2020 avec une centaine de films, et aujourd'hui, on est à près de 500 contenus sur la plateforme, long métrage et court métrage. Donc ça a bien grossi, c'était le but, donc on est très content. Le public a répondu présent, et aujourd'hui on se développe de plus en plus. On vient d'arriver en Espagne sur Amazon Prime Channels, en Belgique aussi pareil sur Amazon Prime Channels, et puis en France on est dispo directement via site web ou application mobile, télé, et on est aussi disponible sur Amazon Prime Channels. Voilà, on bosse beaucoup avec Amazon, et sur la TV d'Orange. Et on aspire à être de plus en plus largement distribué, bien sûr. Ok, super. Et du coup, alors tu le disais, quelles sont les différentes activités en fait de Shadows? Donc là, vous proposez, tu l'as dit, un petit peu donc du long métrage, du court métrage. Ouais. En fait, Shadows est à la fois un diffuseur et un distributeur. Diffuseur parce que on diffuse des films sur Shadows, tout simplement, et c'est un portail de visionnage, quoi. Et distributeur parce que en fonction des droits des films, on fait plus que juste de la diffusion sur Shadows. Notamment tout ce qui est nos exclusivités. Donc chaque mois, on sort 2 exclusivités, le dernier vendredi du mois. On sort des films tous les vendredis, et le dernier du mois, c'est voilà 2 exclus. Donc c'est des films récents qui n'ont jamais été distribués en France, qui ont peut-être fait des festivals ou pas, mais voilà, c'est des films qu'on repère, et qui sans nous soit ne seraient pas là du tout, parce que ça, il y en a toujours eu, hein, les films de festoche qui sont mortels et tout, mais qui sortent jamais après, ou alors en catimini total, il y en a plein, ou voilà, ou juste des fois qu'on se bat un peu pour avoir, parce qu'on y croit à fond. Mais en tout cas, voilà, c'est des films récents, jamais distribués, qu'on monte pour la première fois, et ceux-là, c'est souvent des films qu'on achète tout droit pour pouvoir les exploiter autrement. Donc faire du DVD Blu-ray avec des éditeurs avec qui on est en partenariat, faire de la diffusion salle avec des séances événementielles ou plus, hein. On a distribué notamment en salle Terrifier 2. Ouais, avec ESC, ouais, effectivement. Voilà, c'est ça, avec ESC en janvier l'année dernière, et que ça a été un succès, on était super contents. Donc ça, c'était une première expérience de distribution salle qu'on a envie de reproduire. Voilà, on bosse dessus pour en faire plus. Mais voilà, et puis plus globalement, pour reprendre, voilà, c'est des films tout simplement qu'on a envie d'exploiter autrement et de faire exister autrement que juste sur Shadows, parce que c'est important pour nous, et puis aussi c'est un autre marché, une autre source de revenus. Voilà, on fait des ventes digitales avec ces films-là en VOD. On devient les ayants droit français du film, donc on peut les exploiter autrement. Donc voilà, c'est les deux faces un peu qui sont diffusion et distribution. Et puis aujourd'hui, on réfléchit beaucoup, et on est en train de développer une partie un peu plus aussi média, notamment avec l'arrivée d'un nouveau podcast, une préparation de plein de choses. Je ne vais pas donner trop de détails pour l'instant parce que ça arrivera petit à petit. Mais voilà, on a pour ambition de parler de cinéma de genre un peu plus largement que juste ce qui se trouve sur Shadows, et d'élargir nos horizons, et de devenir vraiment aussi un média qui parle d'horreur, tout simplement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça permet aussi de donner une belle vitrine à travers différents médias au genre, et de participer au développement du genre en France, quoi. Tout à fait. Nous, c'est ça qui est important, c'est vraiment les films. Et quand on achète un film, c'est qu'on y croit. Et vraiment, on a envie, quand on a un film, on a envie qu'il vive le plus possible. Et en fait, ce serait absurde d'un côté de le limiter seulement à Shadows. Même si voilà, on a pas mal d'abonnés, on est très content, et on a une communauté qui est super et qui grossit. Mais c'est cool aussi d'essayer d'aller toucher un public qui achète du physique, qui va en salle, qui est pas forcément abonné à Shadows, mais qui est
abonné à Prime Video et qui va le voir dispo en VOD sur Prime Video ou sur OCS, tu vois, ce genre de truc. Donc le but, c'est de faire vivre le film au-delà des fois juste de Shadows. Mais ça, c'est pas tous les films, hein. Il y a des films où la plupart du catalogue, c'est vraiment des droits SVOD, donc on a pour une certaine période et qu'on exploite sur Shadows. Mais il y a ces films-là, notamment les exclus. Et c'est pas que des exclus, d'ailleurs, c'est pas que des films récents. Dernièrement, on a sorti Nécromantique, dont j'ai géré l'acquisition et le retour en France, en fait. Donc on a acheté avec ESC, on travaille pas mal avec ESC. Donc ESC, voilà, qui est un distributeur et éditeur vidéo. Mais du coup, voilà, eux, ils se sont occupés de toute la partie physique. Ils ont fait un super coffret collector. Oui, je les avais reçus. C'était ma toute première interview de mémoire avec Victor. Ah, trop bien. Bah, en l'occurrence, Nécromantique, ça a été avec Clément Delpech, qui est chez ESC aussi. C'est lui qui a géré toute la création du coffret. Donc il a fait un super taf et voilà. Et nous on a géré tout ce qui était plus digital, donc la présence du film en ligne, donc notamment sur Shadows et ailleurs. Et voilà, et toute la com aussi, et la communication autour du film pour son grand retour. Voilà, pour remettre en contexte, Nécromantique 1 et 2 sont deux films des années 90, deux films allemands, de cinéma underground allemand, assez punk et assez sulfureux, pour ainsi dire, qui ont acquis une petite aura culte quand même au fil des années parce que c'est un sujet très tabou, ça parle de nécrophilie. Et donc moi j'étais personnellement très fier et très content de voir aboutir ce projet, de les faire revenir en France parce que depuis les VHS d'Axan Film, donc il y a plus de 20 ans, c'était fin des années 90 si je dis pas de bêtises, ils étaient complètement invisibles légalement. Donc là voilà, on les a sortis en version remasterisée et tout, donc c'est une grande fierté. On a fait une super double séance à Paris. Donc ça vraiment c'est voilà, c'est pour me donner l'exemple que c'est pas que des films des pépites récentes ou quoi qu'on ressort. Des fois voilà, on va aller chercher des films un peu oubliés ou invisibles qu'on a envie de remettre sur le devant de la scène. Et là en l'occurrence grâce aussi à ESC qui nous ont suivis là-dessus. Mais voilà, trop content en l'occurrence de ce retour de Nécromantique et puis voilà. Je sais plus quelle était la question de base et je parle très longtemps, désolé. T'inquiète pas, il y a pas de souci. C'était effectivement rapport à vos différentes activités, mais tu vois, le nécromantique, ça illustrait parfaitement une de vos activités, effectivement. Tout à fait. On a fait ça aussi avec Thanatomorphose plus récemment, qui est un film de 2012 qui, pareil, était un peu invisible, oublié et qu'on a ressorti. Pour le coup, on a fait aussi un Blu-ray avec ESC. Et pareil, moi, c'est des films dont je suis très fan. Donc, c'est bien crado aussi, Thanatomorphose, film canadien qui raconte l'histoire d'une femme qui se met inexorablement à pourrir petit à petit, mais tout en restant, enfin son corps physique se décrépit, pourrit comme si elle était morte, mais elle reste vivante. Et il y a toute une métaphore passionnante de la dépression et de la solitude voilà, c'est un film très graphique, mais qui a aussi un discours très pertinent qui le fait passer à travers son histoire, sa mise en scène et ses images prenantes. Donc moi, c'est le genre de cinéma qui me plaît beaucoup, mais qui est pas facile à regarder. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait catégoriser les Nécromantiques Thanatomorphose de cinéma extrême. Après, ça veut pas forcément quelque chose dont on veut dans lequel on cherche pas à sortir les films les plus dégueux ou quoi. C'est vraiment juste des films qu'on kiffe, qu'on trouve intéressants et que ça nous fait chier de voir qu'ils sont oubliés, quoi. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir des petites pépites. Moi, j'avais découvert Uncle Peckerhead. Ouais, trop cool. Que j'avais trouvé super fun, vraiment très sympa. Et puis j'ai vu aussi There is Something in the Barn, quand on entendait parler depuis un bon moment du côté des États-Unis. Ouais, on essaie, tu vois, There's Something in the Barn, on l'a eu pas longtemps après sa diffusion au PIF à Paris. Et voilà, en fait, des fois on essaie vraiment les films qui font un peu sensation en festival de les avoir par la suite, de leur offrir une seconde vie sur Shadows, en fait, sur la plateforme. Parce que des fois, soit ils sortent carrément pas, soit très longtemps après. Et du coup, là, ça permet de leur offrir un portail légal, quoi, pour les voir. Tout à fait. Alors justement, en parlant de films, quelles sont tes grandes références ciné ? Comme je l'ai un peu dit, mais pour étendre un peu, moi, je suis un gros fan de slasher et de found footage, notamment. Si je devais citer deux sous-genres qui me tiennent particulièrement à cœur. J'ai notamment fait venir sur Shadows pas mal de found footage complètement invisible ou jamais sorti que je trouve mortel. Donc ça, je suis très content aussi. C'est pas un genre qui plaît à tout le monde et puis c'est souvent un sous-genre un peu poubelle ou cache-misère
qui s'est vraiment étendu après le succès de Paranormal Activity et Drake, et il y a eu plein de bouses infâmes, mais cette façon de filmer, donc du found footage qui, avec une caméra pour recontextualiser, donc intradiégétique, où c'est un personnage qui filme généralement, quoi. Donc la caméra fait partie de l'histoire intégrante. Donc quand c'est bien utilisé et que le film est vraiment pensé, que la narration est pensée en fonction de ça, autour de ça, je trouve que moi, c'est souvent les films qui me font le plus flipper, en fait. Quand je rentre dedans et que c'est bien fait, il n'y a rien qui peut concurrencer ça en termes de flip, pour moi en tout cas. Et un des films qui m'a fait le plus flipper ces dernières années, c'est un petit found footage complètement méconnu qui s'appelle Living DC, qui est dispo sur Shadows. Je l'ai vu, ouais. Voilà. T'as aimé? Je t'avoue que le dénouement m'a un peu laissé sur ma faim. Ouais. Par contre, ouais, pendant le film, c'est vrai que j'étais accroché au truc. Je trouvais ça palpitant. Je voulais absolument savoir ce qu'il en était, parce que donc le personnage mène l'enquête au fur et à mesure du film. Ouais. Et donc ouais, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Mais c'est vrai que la fin m'a un peu désarçonné. Je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à autre chose. Ouais, ça m'a un peu bon. Je suis resté devant mon écran un peu Ouais, bête. ouais. Je me suis dit, ah d'accord. Je comprends. Bah, en fait, moi, ce que je trouve génial avec ce film, c'est que c'est un mec qui n'était pas du tout réalisateur à la base et qui a voulu faire un film pour parler d'une expérience qu'il a eue où il a déménagé de Washington DC, de la ville à la campagne, quoi, et il s'est retrouvé dans une baraque dans les bois. D'ailleurs, c'est sa vraie baraque dans le film. Et il a fait en fait un film tout seul, quoi. Enfin, quasiment tout seul. Il y a une actrice dans le film avec lui à un moment. Mais sinon, c'est lui qui filme, c'est lui qui joue, et c'est l'histoire d'un gars qui, en gros, fait un vlog, qui emménage dans une baraque dans les bois, paumé, et qui fait un vlog de son expérience. Et voilà, il entend des bruits bizarres la nuit, il se passe des trucs bizarres dans les bois autour de chez lui. Et voilà, c'est le film de quasiment un seul homme. Et je trouve ça, mais avec une économie de moyens et un minimalisme, et je trouve ça complètement flippant. Moi, ça me terrorise. Quand il écoute les samples audio qu'il enregistre toutes les nuits là, de sa fenêtre, quand il écoute ça, le film me fait flipper juste avec un spectre audio, quoi. Je suis terrorisé à l'idée des sons qui vont arriver, quoi. Et donc ça, je trouve ça mortel. Et ça, notamment, j'étais très content de le faire venir sur Shadows, parce que j'ai contacté le réal après avoir vu le film. Parce que du coup, je consomme beaucoup de fan footage, donc je vais fouiller un peu les méandres du web pour trouver des trucs à voir. Et quand j'ai vu ça et que j'ai contacté le réal, il était juste trop content que 10 ans après, on le contacte pour ressortir son film dans un pays qu'il avait jamais sorti. Donc ça, c'est trop cool, quoi. C'est le genre de bail qui fait trop plaisir. Oui, c'est sûr, j'imagine. Ouais. Et après, de voir les retours des gens, alors forcément, ça divise, parce que c'est assez radical comme genre de film, surtout voilà, un truc comme Living ici qui est mini budget, économie de moyens, où il y a pas de... C'est sûr qu'on voit pas grand chose, mais moi, c'est voilà, à la manière de Blair Witch, quoi, qui est un de mes films aussi préférés. C'est moins tu m'en montres, plus ça me fait flipper, quoi, parce que mon imagination elle travaille, et quand c'est bien fait, c'est redoutable. Non, mais effectivement, ouais, Living DC, je suis d'accord, c'est effectivement économie de moyens. C'est un film qui est assez minimaliste, qui ne tient qu'à Ouais. la performance et au travail d'un homme, mais c'est très bien fait. C'est intelligent. Je trouve ça intelligemment Ouais. fait. Je te dis, après, moi, le seul truc, c'est qu'effectivement, moi, la fin, elle m'a laissé un petit peu, voilà. Ah, moi, quand la caméra se soulève, Mais à la limite, ah, mais t'as plein de moments où effectivement les caméras vont bouger ou vont faire des trucs bizarres. Ou quand il est avec ces espèces de caméras sur les arbres là, qui font des rafales, c'est pareil, tu vois, le système fonctionne Ouais. super bien parce que la caméra se déplace et tout, et d'un coup tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc voilà, tu te fais tout un tas de plans et de trucs dans ta tête, donc ça fonctionne extrêmement bien. Mais ouais, mais c'est ouf. Bah, on va pas parler 1000 ans du Non, non, film, mais mais c'est voilà. en fait, moi, ça me fascine qu'un mec qui, en plus, est pas spécialement ultra fan d'horreur, qui a pas vu des centaines de films d'horreur, parce que du coup, j'ai eu la chance d'interviewer le réalisateur quand on a sorti le film. Et juste, il avait envie de raconter un truc qu'il a ressenti, parce qu'en fait, quand il a déménagé véritablement, il était... alors bien sûr, il a pas vécu ce qu'il a vécu dans le film, hein, il n'y a pas eu d'apparition fantastique, tout ça dans sa vie, mais il était vraiment flippé, tous ces nouveaux bruits dans les bois, tous ces changements, ça l'a marqué, et il en a fait une histoire horrifique. Et je trouve ça, voilà, sans expérience spéciale de mise en scène ou quoi préalable, et je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou d'arriver du coup, je trouve le film hyper pur, quoi, hyper qui essaie pas de citer 1000 trucs ou quoi. Et ça fait plaisir. Encore une fois, c'est assez dépouillé, mais c'est Ouais. ultra efficace. C'est tout con, mais juste le bruit de la flûte Ah ouais, ouais. en plein milieu de la nuit là qui joue un morceau, enfin, tu vois, c'est fantomatique. C'est voilà, tu te dis putain, qu'est-ce que Ouais. c'est quoi? Voilà, plutôt que de mettre des sons habituels de films d'horreur que tu aurais tendance
à reconnaître, tu vois, genre Ouais, exactement. des cris au loin dans les bois ultra flippants. Voilà, il te met un morceau de flûte et t'es là, mais what the fuck, c'est beaucoup plus flippant en fait, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en bas de ma fenêtre la nuit qui joue de la flûte, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça fait bader, hein, c'est sûr, hein. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de la genèse de la plateforme de voilà, est-ce que tu sais un petit peu comment est venue l'idée, et puis comment ça s'est monté, avec tout cette idée de crowdfunding? Oui, bah, comme je disais, c'est donc Christophe qui en a eu l'idée, qui a monté le projet au sein de la boîte. Et pour tâter le terrain, ils ont lancé un crowdfunding. Je dis ils ont parce que bah, c'était avant que j'arrive, le crowdfunding était déjà lancé. Et en fait, on a eu 300, plus 300% de l'objectif, 33 000 euros sur un objectif de 10 000. Donc, ça a confirmé qu'il y avait, s'il restait quelques sceptiques au sein de la boîte, ça a confirmé qu'il y avait un public pour ça et que les gens attendaient ça. Donc, à partir de là, bah, il y a l'avantage en fait de faire naître le projet au sein d'une boîte technique qui fait des plateformes depuis un moment. Bah, tu pars pas de zéro en fait. Tu as déjà une structure technique qui est là, un back-office qui existe. Et du coup, après, ce qui restait à faire, c'était tout ce qui est UX, UI, donc tout ce qui est voilà, identité visuelle de Shadows, comment on présente les films, comment et quelle gueule a la plateforme. Bien sûr, la programmation, aussi bah, l'acquisition de droits, c'est un truc aussi qu'on a appris petit à petit, quoi. C'était pas forcément le domaine de prédilection de Christophe ou moi-même à la base. Donc voilà, petit à petit, c'était contacter les gens, acheter des droits, tout ça, pour faire un catalogue de lancement qui avait une certaine gueule, même si pas gargantuesque, mais voilà, il fallait qu'on prouve qu'on était légitime en mettant des gros films cultes, des petites pépites sympathiques, voilà, des trucs récents, des trucs plus vieux, de voilà, de montrer qu'on savait de quoi on parlait. Et puis après, ça allait se prouver sur le long terme aussi, comment la prog évoluait, ce qu'on faisait des films, comment on en parlait, comment on les présentait. Et donc voilà, la prog forcément un énorme enjeu au lancement, enfin toujours aujourd'hui, hein, mais voilà. Et puis après, c'est d'être présent le plus vite possible sur les environnements de visionnage en fait. Donc au début, on a lancé avec seulement un site web qui avait plein de bugs, forcément. Et comment est-ce que vous l'avez vécu justement ce lancement? Parce que j'imagine qu'il y a doit y avoir une espèce d'effervescence un peu, Ouais, ouais, bah fébrile parce que forcément, qui dit lancement, nouveau site et tout, dit bug. Donc, on était à fond à regarder les retours des gens, à noter les bugs, à faire des retours aux développeurs pour réparer ça et tout. Et puis même, on prenait tous les retours positifs ou négatifs sur l'édito, sur la forme que ça avait, tout ça, sur les films, tout ça. Donc, on prenait les conseils des gens, on était très aux aguets et puis on a lancé aussi juste la veille, si je dis pas de bêtises, la veille du premier confinement lié au Covid en France. On avait calé la date, nous, déjà bien en amont, parce que c'était le vendredi 13 mars, ça tombait en vendredi 13, c'était bien. Donc voilà, et il se trouve que effectivement, le lendemain, c'était confiné. Et du coup, on a eu beaucoup plus d'abonnés au lancement que ce qu'on imaginait, parce que bah, les gens se sont retrouvés enfermés chez eux, donc ils consommaient à fond des films, quoi. Donc, et du coup, ceux qui avaient entendu parler de nous, qui voyaient, voilà, bien sûr, on faisait de la pub aussi sur les réseaux sociaux et tout. Donc voilà, on avait pris assez vite pas mal d'ampleur. Et donc, on devait résoudre tous les bugs hyper vite, voilà, pour pas que les gens se barrent ou quoi. Enfin voilà, c'était à la fois excitant et ouf de voir cet engouement et à la fois flippant, quoi. Et puis après, voilà, l'enjeu, ça a été d'être présent sur plus d'environnements. Donc voilà, il y a eu un gros deal avec Amazon. Amazon Channel, ça t'ouvre une visibilité qui est folle, en fait, forcément, vu que c'est un mastodonte. voilà, c'est ça. Je vais pas présenter Amazon, mais voilà, c'est ce que c'est. Et du coup, bah, d'être présent dans les Amazon Channel, ça t'ouvre au grand public, en fait, inéluctablement. Donc ça, c'est ouf. Et puis voilà, c'était de créer les applications TV, mobile, tout ça, qui sont arrivées au fil des mois. Et donc voilà, aujourd'hui, on est plutôt donc techniquement plus solide. Il y a beaucoup moins de bugs. Et on fait toujours, bien sûr, attention à tout ça, au retour client, au SAV et tout, pour réparer les bugs quand il y en a. Les enjeux sont différents. La plateforme maintenant, elle est bien établie. Donc voilà, les enjeux sont de la développer aussi bah, aujourd'hui dans d'autres pays, comme je parlais de l'Espagne tout à l'heure, la Belgique.
et puis de faire évoluer le nom Shadows, la marque, de faire plein de choses autour de ce nom et d'utiliser. On a de la chance d'avoir, on a réussi à créer une communauté quand même de gens assez importante qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent ce qu'on fait. Donc utiliser notre force de communication pour toujours mettre des films en avant qu'on aime et parler d'horreur parce que c'est ce qu'on kiffe faire en fait et faire venir des gens pour parler d'horreur. Que ce soit sur nos réseaux sociaux, on travaille avec des influenceurs ou des vidéastes, des artistes, Demoiselles d'horreur, Bloody Effie, Delevated Horror, tout ça, c'est des gens qui nous font des petites vidéos pour nos réseaux sociaux, qui parlent de nos films et tout, parce qu'on n'a pas envie que ce soit que nous. C'est cool aussi de faire appel à des gens qui en parlent bien. Et pareil, le podcast Shadowscast, là, qu'on a lancé le mois dernier, c'est ce but-là aussi, c'est de faire venir des gens pour parler d'horreur, et pas que de films qui sont sur Shadows, d'horreur au sens large. Aujourd'hui, on a ressenti ce besoin d'étendre la marque plus loin, quoi, que juste les films présents sur Shadows. Alors bien sûr, ça reste le principal, la plateforme, et ça reste notre préoccupation numéro 1, voilà, de faire une super prog, de faire venir des super films et tout. Mais on va au-delà de ça aussi aujourd'hui. C'est ça qui est cool, c'est excitant. C'est fait par des passionnés pour des passionnés. L'idée, c'est ça. En fait. Exactement, ce n'est pas du flan. Je regarde énormément de films d'horreur, dont plein tout pourris pour faire une prog sympa. Parce que du coup, toutes les exclus, il y a un tri énorme à faire parce que du coup, on reçoit plein de screeners, plein de films à voir. Et comme c'est des films nouveaux qui n'ont pas encore de diffuseur, il y a pas le choix, faut les mater pour voir si c'est bien. Et c'est trop cool de tomber sur la pépite et le truc en mode ah ouais putain, j'espère trop qu'on pourra sortir ça, faut y aller et tout. Mais voilà, pour un truc bien, t'en regardes 5 qui piquent mais c'est comme ça, c'est le jeu et c'est du coup en vrai c'est trop bien. Mais écoute, on t'en remercie en tout cas de te sacrifier pour nous. Non, mais non, attends, je vais pas non plus me plaindre d'avoir ce taf où je dois regarder des films, quoi. C'est bon. Des films d'horreur. Non, mais c'est sûr, mais c'est vrai que bon, moi je sais que comme j'imagine tous les fans de genre, voilà, des fois on va faire un petit peu les fonds de tiroir sur les différentes plateformes de streaming et il y a des trucs qui piquent les yeux, quoi, c'est clair. Donc effectivement, ouais, tu as répondu un petit peu. J'allais demander si vous aviez du contenu qui était vraiment exclusif et ou original. Ouais, tout à fait. Bah, on a aujourd'hui, je crois, plus de 80 films exclus Shadows, alors qui ont eu en tout cas une première fenêtre d'exclusivité de plusieurs mois sur Shadows. Après, des fois, justement, comme je disais, ça arrive qu'ils soient disponibles ailleurs parce qu'on les exploite ailleurs aussi, dont on les fait vivre au-delà de Shadows. Mais s'il y a le petit S rouge en haut de l'affiche, en haut à gauche, c'est que c'est une exclue qui est soit disponible que sur Shadows ou qui l'a été pendant un moment. En tout cas, dont on est bien souvent les distributeurs. J'avais découvert Deadstream. Ah, j'adore Destiny. Et j'ai un gros coup de cœur pour ce film. Ouais. J'ai acheté l'édition DVD, machin. Faite par Extra Lucide. Ouais, exact. Et vraiment, ouais, un grand merci parce que typiquement, tu vois, c'est pas le genre de film sur lequel tu tombes facilement, je pense. Ouais, moi quand j'avais vu le screener, je suis devenu fou. Je me mais c'est the next big thing, quoi. Il faut absolument l'avoir. Et du coup, on l'a eu et c'est trop bien. Et effectivement, ça a été Deathstream, c'est un des plus gros succès en termes de visionnage de Shadows aujourd'hui. On avait fait une séance aussi à Paris chez MK2 qui était pleine et les gens étaient à la fois ultra flippés et hilar dans la salle et c'était jouissif à voir. Donc voilà, Deathstream qui est un fun footage qui va piocher autant chez Blair Witch que chez Evil Dead et qui réussit l'exploit d'être et très drôle et très flippant à la fois. C'est ça. C'est un super film, moi j'adore. Ouais. C'est le mix parfait, effectivement, entre horreur et en plus horreur avec des effets à l'ancienne et ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Et ouais, non, c'est super intéressant. En tout cas, même au niveau du making of et tout, c'est pareil, c'est une équipe de passionnés. Ils ont fait un sacré boulot, donc voilà. Ouais, pareil. J'avais eu la chance d'interviewer le couple de réalisateurs et c'était passionnant. Et je pense qu'ils vont aller loin parce que en plus depuis ils ont fait un segment dans VHS, je sais plus lequel c'est 88 je crois. Ouais, c'est pas le 85, c'est pas le tout dernier, c'est celui d'avant je crois. Ouais. Et qui était mortel. Ouais, bah ouais. Un passage en enfer pour l'année 2000 là. Ouais, l'enfer en fun footage. Ah, c'était énorme. Je sais pas si on avait déjà vu ça, mais c'était ouf. Donc je pense qu'ils iront très loin. Puis d'ailleurs, ils ont envie aussi ils ont pas forcément envie de rester dans le fun footage toute leur carrière. Ils m'ont dit qu'ils voulaient tester d'autres trucs et tout. Mais en tout cas, c'est des passionnés d'horreur. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils vont rester là-dedans, a priori.
Ouais, ça fait plaisir, effectivement. Alors, au niveau de la plateforme, vous proposez donc, alors, du long métrage, évidemment, du film français, du film étranger, donc de la VOST, aussi. Il y a du court métrage aussi? Ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, oui, pour donner un peu plus de contexte, donc Shadows, c'est une plateforme qui est disponible à l'abonnement. Ça coûte 4,99 par mois ou 49 € par an et c'est sans engagement. Et il y a 7 jours d'essai gratuits quand on s'abonne pour la première fois. Voilà. Parce que je l'avais pas dit. Tout à fait, c'est important de le repréciser, ouais. Ouais, le court-métrage, bah pareil, on en a eu dès le lancement et ça a pris plus d'ampleur petit à petit parce qu'on trouve ça hyper important de proposer du court. Moi, c'est un format que j'adore. C'est pas forcément un format que j'ai toujours adoré. J'avoue que, comme beaucoup de gens, je pense, mais même avant d'être Shadows, j'étais un peu en mode ouais, le court, bah il y a des trucs cool, mais je préfère voir des longs, quoi. Et en fait, depuis, enfin, il se trouve que j'ai pris en main à 100% la programmation court-métrage de Shadows. Et donc, je m'y suis investi à fond et je me suis pris de passion pour le court métrage. C'est vraiment un vivier de talents et d'idées folles qui souvent en plus ont pas, qui peuvent avoir des contraintes budgétaires, mais qui sont moindres que le long et qui n'ont pas en fait des contraintes de production d'un long métrage et on sent des fois que c'est un format qui est plus libre et où l'inventivité peut vraiment éclater à fond quoi et ça fait trop plaisir. Donc voilà, il y a plein de cours sur Shadows, on est près d'une centaine je crois de courts-métrages et surtout on fait voilà, on est partenaire de courts-métrages à Rennes qui est un festival entièrement dédié aux courts-métrages fantastiques. On remet un prix Shadows tous les ans là-bas à un film qu'on achète et qu'on diffuse ensuite. Pareil à Même pas peur qui est le festival film fantastique de la Réunion où on remet aussi un prix Shadows à un court-métrage. Voilà, je regarde beaucoup, voilà, je vais vraiment essayer de poncer les séances court-métrage des festivals, j'en reçois pas mal, on bosse avec des endroits régulièrement qui nous envoient leurs nouveautés, et puis aussi on bosse directement avec les réals qui veulent montrer leurs films, tout simplement, et pareil, bah là il y a un gros taf de visionnage et de sélection, mais c'est un plaisir, c'est super, moi je suis très content de la sélection court-métrage sur Shadows, et de plus en plus, et il y a du très lourd qui arrive cette année encore, et voilà, donc je suis très content de ça. Il y a effectivement le court métrage et il y a un peu de docu aussi. Ouais, pareil, bah, du docu, quand c'est lié au cinéma de genre ou même à l'horreur en général. On a notamment toute la saga des In Search of Darkness, qui sont 3 énormes documentaires de 4h30 sur le cinéma d'horreur des années 80, qui est probablement ma période préférée du cinéma d'horreur, les années 80. Si le sujet vous intéresse, c'est absolument passionnant et c'est pas exhaustif parce qu'il y a vraiment des milliers de films, mais c'est aussi c'est la watchlist parfaite quoi en fait. Moi quand je les ai vus la première fois, je notais tous les films que j'avais pas vus, je dis, ok ça faut que je vois et tout. Et Ouais, c'est pareil. plein d'intervenants trop cool de cette époque et tout, et ça décortique plein d'aspects de la production 80s, des VHS des vidéoclubs, à la place de la femme dans ces films-là, sans langue de bois, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à critiquer, bien sûr aussi. Au maquillage, voilà. Et puis t'as des acteurs, des producteurs, des réalisateurs, des actrices, des maîtres d'effets spéciaux, des gens qui prennent le son, des monteurs. Enfin, il y a vraiment tu passes par plein de métiers du cinéma et c'est passionnant. Et voilà. Puis on a d'autres trucs. On a voilà, un docu sur Chucky, sur Evil Dead, sur le satanisme, sur l'exploitation. Ouais, tout à fait, le Hail to the Deadites, donc sur Evil Dead qui est fait par des copains, québécois. Ouais, tout à fait, Steve Villeneuve, ouais. Ouais, voilà, Et sur la route de l'horreur, qui m'avait interviewé d'ailleurs aussi. qu'on salue. Yes, salut Steve. C'est super, Hell to the Night, c'est vraiment un film c'est pas un film sur Evil Dead, c'est un film sur les fans d'Evil Sur les Dead. fans d'Evil Dead, ouais. Et ça, c'est mortel, de donner la parole aux fans, c'est trop cool. Ouais, puis il va dans les conventions et tout, c'était super intéressant, ouais. Ouais, c'est trop bien. Et de voir comment chacun vit un peu justement, cette addiction quelque part, à la franchise, hein. C'était Ouais, très drôle. c'est passionnant. Et bah, du coup, ça déborde forcément d'amour pour l'horreur et du coup pour les gens qui aiment l'horreur. Et donc c'est cool. Et en fait, quand tu vois ce film, que t'aimes le film d'horreur, tu te sens appartenir à une communauté et enfin, t'as pas besoin de ça pour sentir ça, mais enfin, si, voilà, tu vois que t'es pas tout seul et ça fait trop plaisir et c'est trop cool. Et moi, un docu que j'adore aussi qu'on a sur Shadows, qu'on avait sorti en exclusivité, c'est Winkle the Clown. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu celui-là. Ah bah ça, c'est super. C'est très difficile à décrire, mais en gros, ça se base sur un événement un peu viral qui a eu lieu en Floride en 2015. C'est un mec déguisé en clown qui
qui se baladait dans la rue et en fait il laissait des stickers et tout avec un numéro de téléphone en mode si vos enfants sont pas sages, appelez ce numéro. Et du coup il y a des parents qui sont mis à appeler et donc tu avais une voix flippante qui répondait et en fait il a commencé à avoir des vidéos virales de gens qui appelaient sur internet ce numéro. Il y avait vraiment quelqu'un qui répondait et ils étaient trop choqués parce qu'ils pensaient que c'était un fake et tout. Et en fait, le film parle de ça et suit Winkle the Clown, donc le mec qui a fait Winkle the Clown. Mais il y a un twist, il y a un big twist qui est ouf. Et donc, en fait, ça parle de creepypasta, ça parle des réseaux sociaux, de l'ère Internet et tout. Et c'est trop malin. Et c'est un peu une prise d'otage, le film, mais quand on comprend les tenants et les aboutissants, c'est ouf. C'est ouf. Et c'est un docu et un faux docu, mais un vrai docu. C'est inclassable comme film et c'est vraiment trop bien. Bah écoute, je le note dans ma watchlist. Alors, vraie question aussi, comment est-ce que vous sélectionnez un petit peu tout le contenu? Tu nous l'as dit tout à l'heure, effectivement, toute l'équipe est un peu force de proposition, va essayer de trouver et de proposer des choses. Parce qu'avec maintenant tout le contenu qui sort en permanence, hein, c'est vrai qu'on est face à des raz-de-marée de sorties à tous les niveaux, les plateformes, la télé, etc. Enfin, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, comment est-ce qu'on fait le tri et comment est-ce qu'on choisit le contenu dans tout ça? Bah, c'est le travail de programmation. Enfin, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà, il y a les films qu'on aimerait avoir et qu'on va chercher. Donc, on se dit, bah tiens, ce film, ce serait trop cool de le sortir. Il est dispo nulle part. Déjà, oui, il y a un truc, c'est qu'on évite les films d'horreur qui sont dispo sur les grosses plateformes. C'est déjà sur Amazon ou Netflix ou quoi. On se dit qu'il n'y a pas un intérêt absolu à le sortir, en tout cas pour le moment. Tout ça, c'est un fait. Et après, voilà, donc s'il y a un film qu'on a en tête, qu'on aimerait sortir, on va aller essayer de chercher l'endroit et de le contacter. Des fois, ça se fait, des fois, ça se fait pas. Des fois, on a une réponse, des fois, non. On reçoit aussi des catalogues, parce qu'aujourd'hui, du coup, vu qu'on a 4 ans, bah, on bosse avec des endroits réguliers, enfin, tu vois, Mmh. on revient vers eux, ils reviennent vers nous, ils nous proposent leurs nouveaux ajouts de catalogue et tout. Donc voilà, il y a ça. On bosse d'ailleurs avec des tout petits endroits, des trucs plus gros euh, comme Wildside ou Sony ou des trucs comme ça, ou des trucs beaucoup plus petits. Des fois c'est français, des fois c'est américain, ça dépend. Et on achète des droits pour une période donnée, donc souvent au moins 1 an, souvent plus 2 ou 3 ans. Si le film, au bout de 2 ans et qu'il arrive en fin de droit, on doit faire le choix de le garder ou pas. Est-ce qu'il est toujours visionné? Est-ce que c'est pertinent de le garder ou est-ce qu'on garde cet argent pour faire venir des nouveaux films? Et il y a toujours ce travail d'équilibriste en fait, de faire de choix. Est-ce que tu sors un titre pour en faire venir un autre, mais le titre de base, il est quand même super fort. Voilà, donc il y a ce choix-là de budget, il faut du budget pour acheter de nouveaux films, mais il faut aussi en dégager, enfin, il faut aussi garder un catalogue fort et garder des titres, des fois plus de 2 ans, plus de 3 ans, parce que c'est vraiment trop cool de les avoir. Mais à la fois, tu sacrifies des fois d'autres trucs. Donc, il y a ce travail-là d'équilibriste. Et voilà, après, il y a des films incontournables où tu les vois dans un catalogue, tu les vois, tu dis, bah oui, ça, il faut absolument le prendre. Genre les 3 fantasmes qu'on a sortis dernièrement, tu vois, ce genre de choses. Tu te dis, tu peux pas passer à côté. Donc ça, c'est trop cool. Et après, sur les catalogues, des fois qu'on reçoit, on regarde, on épluche. Il y a des films qu'on connaît pas, on va y jeter un œil, on va voir ce que c'est. Ça arrive souvent aussi. Il y a des trucs qu'on connaît où il n'y a pas de doute. Il y a des trucs où vous dites, ah putain, je sais pas, faudrait le remater. Et l'important, c'est aussi de trouver. Il faut des titres forts connus. C'est indispensable et c'est pas une mauvaise chose. Enfin, c'est très bien. C'est des bons films d'ailleurs, moi que je kiffe. Voilà, donc on a du Insidious, Paranormal Activity, Rec, même en plus vieux, Halloween, Massacre à la tronçonneuse, plein de titres ultra cultes. Donc ça, c'est indispensable d'en avoir parce que ça t'apporte une légitimité. Puis c'est des films que les fans ils veulent voir ou revoir à l'infini. Et puis ça permet de les faire découvrir aux curieux qui les auraient loupés, pas vus. Donc c'est cool. Et c'est une grosse partie du catalogue. Mais bien sûr aussi, il faut des trucs moins connus que le fan hardcore n'a éventuellement pas vu, tu vois. Donc on va aller fouiller vraiment des fois dans des trucs du bis bien sale qui est complètement sous un tapis depuis 40 ans ou des trucs, comme je disais, plus récents, type on a parlé de Living DC ou quoi, qui sont jamais sortis et qu'on trouve cool. Donc voilà, et après pour tout ce qui est exclu, comme j'en ai déjà parlé, c'est regarder beaucoup de screeners, des fois des trucs qu'on adore et qu'on n'arrive pas à choper. On est deg, mais bon, c'est quelqu'un d'autre et qui en fait un truc très bien, donc c'est cool aussi. Enfin voilà, il y a plein d'aspects différents.
En gros, soit on a un film en tête, on va aller le chercher, voir qui c'est, soit on reçoit des catalogues, on fouille dedans, on prend, et après c'est regarder les screeners et tout, et faire des choix, quoi. Et après, il y a bien sûr une réalité budgétaire évidente, hein. Il y a plein de films qu'on ne peut pas acheter parce qu'on n'est pas un énorme mastodonte avec des budgets limités, donc forcément, faut jouer avec ça. Et puis aussi, il y a aussi souvent la notion de qu'est-ce qu'on fait du film, quel potentiel il a. Est-ce qu'on prend que des droits SVOD? Est-ce qu'on prend plus de droits plus chers pour en faire autre chose, pour faire de la vidéo et tout? Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Ça marche. Et il y a des films comme ça que vous rêvez de diffuser peut-être? Oui, plein. Bah, après, il y a des trucs on sait que c'est inaccessible parce que c'est des énormes studios avec qui pour l'instant en tout cas on peut pas travailler. Tu vois, dans un monde idéal, moi j'aimerais trop qu'on ait l'intégralité de la saga de Chucky, l'intégralité de la saga Vendredi 13, Halloween, tout. Tu vois, ça ce serait Freddy. Enfin, ce serait mortel de proposer toute une saga comme ça. Ouais, les piliers. Et pour faire du gros binge-watching, du marathon et tout. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on nous demande souvent. Mais la réalité du marché fait que c'est compliqué, aujourd'hui en tout cas, d'avoir. Et des fois en plus, ça arrive que c'est chez des endroits différents, tu vois, au sein d'une même saga. Vendredi 13 en l'occurrence, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est encore plus une galère. Mais ça, tu vois, c'est concrètement un truc qu'on aimerait faire un jour, c'est proposer l'intégralité de sagas comme ça. On avait eu au lancement les 5 fantasmes. Aujourd'hui, on n'en a plus que 3. Ouais, Mais je me voilà, souviens. notamment, il y a ça. Mais ouais, Et ben justement, pour ceux qui voudraient binge-watcher, j'en profite parce que j'ai vu la publicité passer. Le Stabaton revient. Donc, Mylène de Welcome to ouais, Primetime Beach nous réorganise un Stabaton. Et cette année, ce sera donc la saga des Freddy. exact. Voilà, 12 et 13 juillet. Donc, ça va être sympa. Je vais faire un maximum pour y aller. Coucou Mylène. Exactement. Coucou Mylène. Ben, on va se revoir bientôt. On a un épisode thématique à enregistrer. Trop bien. Alors, on en parlait. Première plateforme de streaming 100% française. Comment est-ce que vous soutenez la diffusion de films de genre en France? Il y a le côté SVOD, il y a le côté, ouais, on en parlait tout à l'heure, effectivement, le fait de pousser, au niveau des cinémas avec ESC, tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis nous aussi, on fait beaucoup d'éditos. C'est-à-dire que on sort pas juste les films comme ça sur Shadows, c'est balancé. Et puis voilà, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. À chaque fois, on écrit un petit texte, pourquoi voir ce film, qui explique pourquoi on l'aime, pourquoi on l'a choisi, qui me remet en contexte, voilà, quelqu'un qui arriverait complètement vierge sur la fiche film et qui sait pas ce que c'est. On fait des tags voilà, pour cibler le film en mode fantôme, slasher, fan footage, survival, tout ça, pour vraiment accompagner la sortie du film. Et donc ça, c'est important, je pense, parce que on a envie de s'adresser et aux gens qui sont fans et connaisseurs, autant qu'aux curieux en fait qui passeraient par là, tu vois, et qui ont envie d'en savoir plus sur cinéma. On a une grosse newsletter qui part toutes les semaines où on parle des sorties Shadows, mais aussi des fois un peu d'actu, d'horreur et des partenariats qu'on fait, des événements, parce qu'on fait aussi de l'événementiel. Effectivement, on fait des séances avec MK2 qui s'appelle MK2 in the Shadows où on monte des films. On a fait des séances aussi avec des salles indépendantes aussi dans Paris qu'on aimerait aussi faire dans d'autres villes. On propose des films aussi au festival ou des festivals viennent nous demander des films dont on a les droits et tout. Donc voilà, je dirais que c'est comme ça en fait qu'on fait vivre le cinéma de genre, c'est en le diffusant et même au-delà des frontières de Shadows, tu vois, en faisant. Enfin, En les diffusant frontières un de Shadows, maximum, ouais. elles sont pas que liées à la plateforme, tu vois, elles sont justement en DVD, en Blu-ray, en diffusion salle et tout ce genre de trucs, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, là, on peut parler un petit peu de production de genre, français parce que je voulais te demander qu'est-ce que tu pensais justement de la production des films de genre en France actuellement? Et on sait qu'il y a le CNC qui fait des efforts pour essayer de la développer. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Ouais, il y a eu notamment en 2023 j'ai l'impression quand même une petite vague de cinéma fantastique français ou francophone, donc ça fait plaisir à voir. Moi notamment, j'ai été très enthousiaste sur Vermine Ouais, pareil. et très heureux du succès du film. Vermine, donc c'est le premier long métrage de Sébastien Vanitschek. Moi, c'est un mec que j'avais repéré depuis longtemps parce que j'adore ses courts métrages et justement ça fait déjà maintenant 2 ans et demi qu'on a ces cours sur Shadows. Donc Pas bouger, Crow et Holo, qui sont vraiment super. Je conseille à fond. Et donc quand j'ai su qu'il préparait son premier long et tout, j'étais trop hypé. Et quand j'ai enfin pu le voir, je me suis dit genre,
Ah oui, c'est tout ce que je voulais voir, vraiment une série B française ultra généreuse qui transpire l'amour de l'horreur et qui est vraiment un tour de montagne russe et qui ne fait pas passer un discours social pompeux par-dessus tout le reste. Parce qu'il y a un discours social, mais qui est, je trouve, parfaitement intégré à l'horreur du film et à sa narration. Et donc, du coup, qui est plus efficace. Je dis ça parce que, pour le coup, c'est vrai que c'est un des gros défauts du cinéma français. Et même quand on fait du fantastique, voilà, moi, Vermine, c'est un film qui m'a enthousiasmé l'année dernière dans le genre en France, mais il y en a pas tant que ça, même s'il y en a eu. Et je trouve ça cool qu'ils existent, mais genre, voilà, moi j'ai fini assez frustré de films comme Acide ou Vincent doit mourir. C'est pas vraiment ce que je vais, enfin, voilà, je trouve qu'on délivre pas ce que je viens chercher, même si les films sont loin d'être inintéressants. Mais il y a ce défaut, je trouve très français de vouloir absolument faire un film à message qui, et des fois, je trouve que le fantastique est utilisé comme une petite surcouche juste un peu coolos par-dessus, quoi. Mais voilà, après, ça, c'est perso, tu vois aussi. Voilà, je suis beaucoup plus friand d'un Vermine qui va à fond, quoi. Ah oui, ça a rien à voir, c'est un pur divertissement Vermine, où, effectivement tu vois pas le temps passer, c'est mené tambour battant et c'est vrai que par rapport au règne animal, ça n'a rien à voir. Oui, voilà, mais c'est même pas. En fait, on les compare juste parce que c'est deux films de genre français sortis l'année Oui, dernière, mais voilà, c'est c'est des ça. films très différents. Il y a pas non plus de concours, tu vois. Ouais, non, c'est clair, c'est pas du tout dans la même Voilà, c'est les goûts catégorie, ouais. personnels, c'est ce qu'on va chercher quand on va au cinéma aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Tout à fait. Et donc, voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Le CNC, c'est pas un truc que je maîtrise à fond, donc je préfère pas m'aventurer là-dessus. Mais en soi, c'est cool qu'il y ait des démarches pour pousser le cinéma de genre français, la création horrifique française. Voilà. Après, moi, je suis toujours sceptique parce que des fois, tu vois la démarche, elle est cool, et après, tu vois ce qui se passe, t'es là en mode ah ok. Notamment le CNC, je crois que quand ils avaient lancé cette aide au cinéma de genre, ils avaient balancé après quelques mois après en mode ah bah c'est pour le genre, la comédie musicale, tu vois, ça avait aucun sens. Euh, mais non, mais c'est trop cool qu'il y ait des résidences, qu'il y ait des boîtes qui veulent faire, qui poussent l'horreur et tout. En vrai, c'est trop bien. Ouais, effectivement et à votre niveau, vous avez mis des trucs en place peut-être, justement le fait de proposer par exemple du court métrage, français, pas mal de courts métrages français, Ouais, bah après, nous, c'est surtout qu'on donne de la visibilité, on essaie de donner de la visibilité. Et effectivement, il y a pas mal de cours français. Après, nous, aujourd'hui, on fait pas de production, quoi. On n'a pas les moyens et les ressources pour faire de la production de court ou de long. Mais c'est un truc qu'on aimerait faire à terme, tu vois, un jour. ouais, Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas dans nos ressources et nos moyens. Mais pour l'instant. ouais, pour l'instant. Mais après, voilà, des fois, on fait des promesses de diffusion pour des dossiers justement qui vont au CNC ou quoi, de projets horrifiques et qui peuvent apporter un peu de poids. Fait des lettres de soutien à des festivals d'horreur de genre pour qu'ils aient des aides, tu vois. À notre échelle, comme on peut, on essaie de, et comme la marque Shadows a un peu de poids maintenant, on essaie de contribuer comme on peut à tout ça, quoi. Ça marche. Alors, bah, c'est le moment où on va attaquer un petit peu les recos. Allez, Allez, c'est parti. c'est pour ça, moi, je veux pas parler du CNC. Non, non, Alors, est-ce que tu aurais un film ou une série, qui t'a mis une claque dernièrement? un film ou une série qui m'a mis une claque Un dernièrement. film et ou une série, hein, si tu veux, tu peux proposer les 2. Attends, je vais aller sur mon Letterboxd. Ah, j'imagine que quand on voit autant de trucs que toi, enfin, moi, à mon niveau, déjà, j'en vois pas mal et je sais plus. Yes. Non, mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs. J'aimerais bien parler d'un film qui s'appelle God is a Bullet, Ouais. qui est sorti un peu en catimini là en février ou janvier de cette année, donc c'est tout récent. Hein. Et c'est sorti en vidéo, enfin en DTV, donc il y a un Blu-ray. Je sais pas s'il est sorti en VOD, ou peut-être sûrement il va sortir en VOD. C'est un thriller américain adapté d'un de mes romans préférés qui s'appelle God is a Bullet, et en français c'est Satan dans le désert, de Boston Tyran, si je dis pas de bêtises. Mais donc c'est vrai, c'est un polar bien vénère. Donc le roman parle, et le film du coup d'un flic un peu pas pâteau, mais voilà un petit peu, enfin pas très vaillant, quoi, Mmh. un peu vieillissant et pantouflard qui perd son ex-femme et sa fille. Alors son ex-femme se fait tuer par en fait un groupe satanique, une secte, et sa fille se fait capturer par cette même secte, et donc il décide de partir la sauver.
Et pour ce faire, il se fait accompagner d'une ex-membre de la secte, une junkie, qui dans le film est interprétée par Maika Monroe, qui je trouve a un de ses meilleurs rôles ever. Et donc voilà, j'adore le roman. J'étais très curieux de voir le film, mais il m'inspirait pas trop confiance parce qu'il y avait vraiment quasiment aucun retour alors qu'il était sorti aux États-Unis. Enfin, personne n'en parlait, c'est sorti, personne n'en a parlé et tout. Et donc je l'ai regardé et en fait je me suis pris une petite claque. J'ai vraiment adoré le film. J'avais l'impression en fait de voir un film de S. Greg Zahler. Moi je suis fan de Zahler absolu. Donc qui a fait Bone Tomahawk, Section 99 et Traîner sur le bitume et qui est aussi par ailleurs un romancier incroyable. Et voilà, et qui en fait a une façon. Alors le film est pas de lui, hein, bien sûr. Enfin, God is the Blade, c'est pas de Zahler, mais ça me fait penser à un film de Zahler dans la façon de filmer la violence, avec un rythme assez lent et contemplatif qui va être déchiré par des saillies de violence, mais absolument tétanisantes, quoi. Et du coup, et qui arrive d'un coup, et ça, je trouve, ça décuple l'effet, enfin la violence que tu vois à l'écran. Donc voilà, God is a Bullet, personne n'en parle, mais c'est mortel. C'est réalisé par Nick Cassavetes, donc improbable, mec qui avait fait notamment The Notebook, n'oublie jamais. Donc voilà, mais c'est avec donc Maika Monroe comme j'ai dit qui est incroyable. Il y a aussi Jamie Foxx et Nicolas Coster-Waldau qui joue dans Game of Thrones. Et voilà, le film est un poil longué et tout, mais je trouve que on ressent en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'Amérique profonde avec ses rednecks tatoués dégueulasses et consanguins et ses gros psychopathes à chaque coin de rue. La BO est mortelle, ça joue très bien et l'histoire est cool et quand ça tape, ça fait très 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 mal. Et Maika Monroe est incroyable. Donc voilà, God the Bullet c'est mortel et personne n'en parle. Et voilà. Et j'ai vu aussi un truc très cool dernièrement qui s'appelle Cat Sick Blues, qui est un slasher de 2015 et qui est mortel. C'est l'histoire d'un mec qui... Ouais, je passe à autre chose, hein, comme ça, du coq à l'âne, mais je réfléchis, je vois les films que j'ai vus dernièrement qui m'ont marqué. Donc c'est un film australien et c'est l'histoire d'un mec qui perd son chat et qui n'arrive pas à faire le deuil de son chat. Et du coup, qui met un masque de chat et des griffes de chat et qui va aller tuer des gens. Donc c'est un slasher. Et en fait, il est persuadé qu'il doit prendre 9 vies pour ressusciter son chat, qu'il a mis dans une espèce de tonneau où il verse le sang de ses victimes avec le cadavre de son chat qui flotte. Et J'adore. donc c'est 2015, c'est jamais sorti en France. J'espère d'ailleurs, je suis dessus, j'espère qu'on va le sortir. Et c'est c'est ultra fauché, c'est un peu mal éclairé et tout. Mais qu'est-ce que c'est vénère et drôle, quoi. Et puis c'est très très malsain. Parce qu'en plus d'avoir un masque de chat et des griffes de chat, il y a aussi une espèce d'énorme god ceinture avec des pics qui n'ont aucun rapport avec le chat, mais il a ça quand même et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre comme film, mais c'est complètement fucked up. Donc voilà, petit coup de cœur aussi sur Cat Sick Blues. J'aime bien les high concepts comme ça. Ouais. Là, j'ai vu que j'en donne assez souvent quand je les vois passer sur les radars. Et là, il y en a un qui s'appelle The Raid, qui est une histoire de kangourou zombie, Ah ok. kangourou tueur zombie, qui a l'air sympa. Ah, je connais pas, ça a l'air cool. Et oui, en série, vas-y, en série, j'ai un truc cool que je regarde en ce moment sur Paramount Plus qui s'appelle Based on a True Story avec notamment Kylie Cuoco. Je le Ouais. prononce sûrement très mal, mais c'est très fun. La série est en cours, là, la saison 1 n'est pas encore finie, mais c'est l'histoire d'un couple dont la femme donc, est interprétée par Kylie Cuoco, qui est fan de True Crime. Et donc elle écoute des podcasts et tout, elle est trop fan de True Crime. Et en fait, ça se passe à Los Angeles, et il y a un tueur en série, notamment, qui s'appelle Westfield Reaper, qui est à l'œuvre dans Los Angeles et qui tue des demoiselles. Et en fait, ils se rendent compte très vite, alors c'est pas du spoil, hein, c'est vraiment le postulat de départ. Ils se rendent compte très vite que ce tueur en série est dans leur entourage, en fait. Et plutôt que de le dénoncer à la police, ils décident de passer un marché avec lui et de faire un podcast où il serait interviewé et il parlerait de ses meurtres et tout, et donc de créer le buzz absolu. C'est très drôle, c'est très gore par moment, de façon assez surprenante, parce que la série a un ton très léger, et d'un coup, tu as un meurtre, mais qui est ultra vénère. Ça joue ultra bien. Kylie Cuoco, elle est incroyable. C'est une actrice ultra sous-cotée, je trouve. Elle a été catégorisée après Big Bang Theory, et je pense qu'elle a eu du mal à sortir de ça, mais quand elle est dans quelque chose, elle est
même si c'est pas forcément toujours très bien, elle est toujours très bien, et notamment là-dedans, elle est mortelle, et la série est mortelle. Et pareil, l'acteur qui joue aussi le tueur en série, ultra charismatique et ultra inquiétant à la fois, donc c'est parfait pour le rôle. Et ça parle justement de cette fascination malsaine pour le true crime et les tueurs en série, et ça critique clairement les Américains en fait qui les érigent au rang de stars. Ouais, la glamourisation, effectivement, de Ouais. ces personnages. Ouais. Mais voilà, et même si le sujet est glauque, je trouve que la série est ultra feel good en fait, et très drôle. Donc voilà, ça c'est une super série, pareil, dont pas grand monde en parle, et c'est en cours en ce moment il y a déjà 8 épisodes, je sais pas quand arrive la suite, mais voilà, sur Paramount+, c'est mortel. Ça marche. Bah écoute, c'est noté. Ouais. Je peux faire une dernière reco? Ouais, bien sûr, C'est beaucoup trop vas-y, long. envoie. Bah, Non, vas-y, justement, vas-y. du coup, en série aussi, et bah, toujours sur Paramount+, The Curse, avec Emma Stone. Ah oui, tout à fait, avec le truc de télé-réalité, tout ça là. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vu que 3 épisodes, donc je vais pas m'étendre plus que ça, mais c'est clairement ma cam, c'est vraiment super cringe. C'est l'histoire d'un couple qui est joué par Emma Stone et Nathan Fielder, qui lance une émission de télé-réalité où ils aident une communauté, enfin ils aident voilà une ville un peu appauvrie aux États-Unis à se développer en créant des commerces, des emplois, des trucs. Et en fait, tu te rends compte que ils veulent plus se donner une bonne image qu'autre chose, et qu'ils sont assez hypocrites et hyper névrosés. Et donc il y a Emma Stone, donc c'est forcément génial. Et en fait, c'est Nathan Fielder qui est derrière, avec donc qui joue aussi le mec du couple, et avec un des frères Safdie, si je dis pas de bêtises, les mecs qui avait fait Good Time et Uncut Gems. Donc voilà, il y a, James, il y a ouais. aussi voilà, un des frères Savy là-dessus. Donc, enfin bref, c'est pour la petite anecdote. Mais voilà, c'est très cringe, très bizarre. Je sais pas encore trop où ça va, mais il y a des scènes assez mémorables dans les 3 épisodes. Et surtout, moi j'adore Nathan Fielder, parce que c'est un mec qui avait fait avant la série The Rehearsal, que j'avais trouvé mais incroyable. Alors ça, je sais pas où elle est dispo aujourd'hui. The Rehearsal, c'est une série HBO, donc sûrement sur Prime via le Pass Warner, mais c'était l'histoire d'un mec qui proposait aux gens de répéter des événements importants de leur vie avant qu'ils arrivent, genre un entretien d'embauche ou un premier date, et du coup il me fait toute une mise en scène dans les conditions de l'événement qui va arriver, pour que la personne part à toutes les probabilités possibles de ce qui peut se passer et fasse l'entretien d'embauche ou le date parfait. À un moment, il y a même une meuf qui va avoir un bébé, mais elle est pas sûre, donc il lui prête un bébé et il le met en condition avec un mari qui la délaisse. Et tout. C'est ouf. Et en fait, c'est que des mises en scène de vie comme ça. C'est hyper drôle et hyper tragique à la fois. Parce que du coup, tu vois, ça critique vraiment une société où il n'y a plus aucune spontanéité, où tout doit être préparé, compris, contrôlé. Et ça, c'était mais mortel. Donc voilà, The Rehearsal et The Curse, c'est génial. Ça marche. Bah écoute, j'ai noté tout ça. Est-ce que tu aurais un dernier court-métrage, un truc que tu as vu un peu il y a pas longtemps qui t'aurait marqué aussi? Ouais. Ouais. Alors ça, pareil, j'en ai plein. Je vais peut-être en citer qui sont déjà sur Shadows, et puis après j'en dirai un qui va arriver. Ouais, carrément. Mais dernièrement, on a sorti plein de cours que j'adore, vu que c'est moi qui fais la proc, c'est que je les aime forcément. Mais notamment, on a sorti 3 cours australiens, dont un qui s'appelle Nursery Rhymes, qui est un cours de 5 minutes de Tom Noakes, qui est un mec qui fait du clip et de la pub à la base. Et c'est un plan séquence. Et c'est un petit chef-d'œuvre de mise en scène en fait, et de narration, parce qu'en un seul plan, ça te raconte un truc ultra puissant, ultra déprimant aussi. Mais bon, voilà, allez, je vais pas en dire plus, parce qu'en fait, 5 minutes, si je dis de quoi ça parle, en fait. T'as grillé le truc, ouais. Ouais, Nursery Rhymes, ça c'est génial. Et voilà, et puis on a sorti aussi un cours anglais qui s'appelle Voices de Abby Lucas, donc une réalisatrice anglaise, et c'est l'histoire d'un couple. Donc ça, j'avais découvert celui-là au festival Même Pas Peur l'année dernière. Donc big up à Aurélia Mangin, la programmatrice. Mais c'est l'histoire d'un couple qui emménage dans une nouvelle baraque et qui entend ses voisins se disputer, mais assez violemment, et donc il décide d'aller voir ce qui se passe. Et il se passe un truc très 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 bizarre. Donc pareil, ça dure 11 minutes, c'est dispo sur Shadows et c'est trop bien. Et là, qui va arriver d'ici, je pense, le mois prochain ou dans 2 mois, un cours qui s'appelle The Internet Remains Undefeated, que j'avais vu au PIF,
et que j'avais adoré et qu'on est en train d'acheter et qui est trop trop cool. Et c'est le genre de cours que j'adore. C'est un cours qui utilise en fait un mème internet pour en faire son ressort horrifique. Et à la fois c'est très drôle, donc c'est mortel. Et c'est le genre de cours que j'aime trop, qui ont une idée très forte, hyper originale, hyper bien exploitée, avec une petite chute sympa, et c'est à la fois très creepy et très marrant. Donc ça, voilà, quand ce sera dispo, allez-y. Ça marche. Eh ben, écoute, c'est noté. Alors, quelles sont les ambitions de Shadows pour l'avenir? Continuer en fait à choper des films qu'on kiffe et à faire de la distribution aussi, refaire de la distribution en salle, et de faire grossir le catalogue en quantité, en qualité, tout simplement quoi. Et puis bon, la production, c'est vraiment, c'est pas dans un futur proche quoi, on va dire, mais ça c'est aussi une ambition. Ouais, super. Et donc tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu. C'est vrai qu'au niveau de l'actualité de la plateforme, alors il y a le Shadowscast, donc le podcast, de Shadows là, qui vient de se lancer avec un premier épisode super intéressant justement sur Vermine. Ouais. Et donc il y a aussi les, doubles programmes que j'ai vu passer. Ah oui, tout à fait. Donc, pour rendre à César ce qui est à César, ce sont deux projets menés par Laurent Duroche, donc qui a rejoint l'équipe Shadows il y a quelques mois et qui était chez Mad Movies avant, et qui est venu justement pour tous ces projets annexes qu'on n'a jamais le temps de faire et qu'on a envie de faire. Et donc, voilà, le Shadowscast, on a fait son épisode avec l'équipe de Vermine, Jérôme Niel, Florent Bernard et Sébastien Hitchcock, c'était super. On enregistre le deuxième très bientôt. Il y en aura au moins un par mois qui sort, des fois peut-être plus si on a le temps. C'est toujours le problème. Nerf de la guerre. C'est le temps, bien sûr, parce qu'on fait plein de trucs. Mais donc voilà, ça, on est très content de Shadowscast. On a hâte de continuer. Et Double Feature, ouais, bah en fait, c'est de l'édito, hein, bien sûr. Ça nous permet de remettre en avant des films du catalogue qui peut-être dorment depuis un moment ou que les gens savent pas qu'ils sont sur la plateforme. C'est toujours la problématique parce qu'il y a une nouveauté toutes les semaines, mais il faut aussi faire vivre les films qui sont déjà là pour les nouveaux arrivants, tu vois. Et donc, on lit deux films entre eux, en fait, un peu à la manière des doubles programmes, des cinémas de quartier, tu vois, des Midnight Movies, Bien sûr. Grindhouse, tout ça de l'époque. Et donc, on lit deux films thématiquement, et deux films et un court-métrage. Et donc, on les met en avant sur la page d'accueil de Shadows avec une belle devanture de cinéma. Voilà, Shadows, ça s'appelle Shadows Double Feature, et donc ça vous emmène sur une autre page où vous aurez tout un descriptif de cette programmation, pourquoi on a mis les films ensemble et pourquoi c'est cool de les regarder en fait d'affilée sur une soirée avec double programme. Et donc voilà, donc là par exemple la nouvelle c'est thématique amoureuse, car la Saint-Valentin approche, enfin en tout cas quand on enregistre. Quand vous écouterez ça, je ne saurais pas quelle est la double feature du moment, mais voilà, là, donc c'est deux films, c'est The Strangers et Long Weekend. Donc il y a un gros culte de l'Osploitation, Long Weekend, et une pépite plus récente qui est vraiment super, un Home Invasion assez mortel avec Liv Tyler. Et donc voilà, c'est deux films où l'amour est malmené sur des couples problématiques, sûrement à bout de souffle, et qui vont faire face à des épreuves qui vont peut-être annihiler tout ce qui reste d'amour, ou peut-être pas, à voir, mais en tout cas les thématiques sont proches et les traitements très différents, donc ça c'est cool, et les ambiances de films et de sous-genres très différents, donc ça c'est trop cool. Et voilà, et avec on a glissé le court-métrage Wild Love, court-métrage d'animation français, avec un couple de randonneurs qui se fait attaquer par des marmottes tueuses, donc voilà, qui est très drôle. Voilà pour le Double Feature, et c'est toutes les 2 semaines, on change toutes les 2 semaines, et c'est toujours des films qui sont déjà sur le catalogue, quoi. En tout cas, pour l'instant, c'est pas deux nouveautés qui arrivent ensemble, parce que ça, en fait, c'est déjà le vendredi, on fait déjà la sortie des thématiques. Ce vendredi, par exemple, on a sorti 3 films de genre espagnol, quoi. Donc on fait toujours, voilà, des thématiques, donc c'est vraiment autre chose. C'est deux films qui sont déjà dans le catalogue et qu'on remet en avant, quoi, sous une thématique. Ouais, bah en tout cas, c'est très sympa, je trouve, comme idée. Merci. Alors, et ben avec tout ça, on va regarder où est-ce qu'on peut vous suivre. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, les différents biais par lesquels on peut accéder à la plateforme. Donc, il y a l'appli, il y a le site internet, évidemment. Ouais. Et puis après, il y a donc OCS et Amazon. Tout à fait. On est dispo dans les Amazon Prime Channels. Mais si vous avez l'occasion, abonnez-vous directement sur le site Shadows, par lequel vous aurez accès en fait aux applications aussi, hein. En fait, c'est des portails d'abonnement différents. Mais forcément, Amazon, c'est un hébergeur. Donc, ils prennent une partie de l'abonnement, ce qui est tout à fait logique, tout comme Orange. Donc, si c'est pour des facilités d'accès, vous passez par eux,
bah, c'est très bien, on est hyper content. Mais si vous avez par exemple directement une Android TV ou une Apple TV, vous pouvez vous abonner directement via l'application Shadows ou sur le site et vous aurez accès après aux applications. Mais c'est 2 types d'abonnements différents. L'un ne donne pas accès à l'autre parce qu'en fait, c'est forcément des portails d'abos différents, quoi. Mais en tout cas, voilà, on est dispo. Bah, je l'ai déjà dit en fait tout à l'heure. En France, en Belgique, en Espagne. Ouais, alors en France, donc tout ce que j'ai dit là, donc Apple TV, Android TV, Amazon, Orange, il y a Molotov aussi, c'est France. Et après, Espagne et Belgique. Donc Belgique, on est accessible via l'opérateur Vous et on vient d'arriver sur Amazon Prime Channels. Et Espagne, Amazon Prime Channels. Il y aura peut-être plus qui arrivera, mais en tout cas pour l'instant c'est ça. Voilà. Et puis il y aura peut-être d'autres pays prochainement. Mais écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Alors on va attaquer le moment fatidique où on attaque les questions rapid fire. Donc les questions rapid fire, c'est je te propose entre plutôt réponse A ou plutôt réponse B. Alors l'exercice voudrait que tu répondes rapidement et de manière assez succincte, mais vu qu'on est à la maison et qu'on fait bien ce qu'on veut, tu as le droit de développer si tu as envie tes réponses. Ok, ouais, j'ai beaucoup parlé déjà, vas-y, je vais essayer de me prêter au jeu et de pas trop parler. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Alors, plutôt Carpenter ou Cronenberg? Carpenter, Plutôt VO ou VF? VO. Plutôt La Horde ou La Nuit a dévoré le monde? La nuit a dévoré le monde. Plutôt cinéma ou home cinéma? C'est home cinéma. Plutôt Alien ou Aliens? Alien. Plutôt gore ou horreur psychologique? Ah, c'est dur là. Gore. Plutôt court métrage ou long métrage? Et c'est vraiment parce que tu me fais choisir. Hein. Long métrage. Plutôt Alexandre Aja ou Rob Zombie? Rob Zombie. Et plutôt Fulci ou Romero? Ah putain. Je peux pas. Romero. Romero, vas-y, choisis, c'est bon. Allez, c'est bon. Mais écoute, j'arrête de te torturer, on est bon. Mais ah non, je sais pas. Tu vois, maintenant je dis Romero, j'ai envie de dire Fulci. Je me dis le pauvre. En tout cas, il y a du Fulci qui vient d'arriver sur Shadows, donc c'est pour ça que. Ouais, voilà. ouais. Mais en fait Fulci, je suis très fan. Il a fait beaucoup plus de films que Romero, c'est ça qui est chaud aussi, tu vois. Et puis j'ai pas tout vu, hein. J'ai vu ses films d'horreur principalement, mais il a fait plein de westerns, il a fait des trucs. Mais c'est peut-être un cinéaste sur certains films qui a un peu moins bien vieilli que Romero. Mais d'un côté, c'est parce que Romero, il avait des messages très politiques qui sont toujours pertinents aujourd'hui, alors que Fulci était plus dans le moins dans le discours, elle était plus dans le visuel, le poétique presque en fait, la poésie. C'est une espèce de poésie macabre noire que j'adore aussi, et notamment je suis un grand fan de Frayeur de Fulci. J'adore ce film de toutes mes tripes. Mais voilà, Romero. Et à l'arrivée, mon Romero préféré, c'est Creepshow. Moi, Creepshow, je trouve ça incroyable. C'est tout ce que j'aime de cinéma 80s, bien gorasse et hyper inventif. C'est trop bien. Donc c'est pas un film de zombies, tout ça pour dire ça. Mais voilà, non, mais je peux pas choisir Fulci, Romero, c'est impossible. J'aime trop les deux. Non, mais c'est trop tard, t'as dit Romero, c'est Alors, tout. autant, Pas... ouais, c'est vrai. Autant, alors, pareil, Carpenter, Cronenberg, c'est chaud, mais en fait, Carpenter, c'est mon goat, quoi. C'est bon. Mais j'adore Cronenberg. Je suis très très fan de Cronenberg, mais Carpenter, c'est de A à Z, c'est tellement. Genre, je vais pas me mettre à parler de Carpenter, sinon c'est fini, mais voilà. Carpenter, quoi. C'est bon. Carpenter, on a tout dit, quoi. Ouais. Ça marche. Eh bien, écoute, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de venir répondre à mes questions. Trop bien. J'ai adoré les fast questions là. Je suis chaud. Si t'en as d'autres, je suis chaud. Bah écoute, je t'en prépare d'autres, il n'y a pas de souci. En tout cas, on envoie effectivement tous nos auditeurs découvrir la plateforme Shadows ou redécouvrir, hein, pour ceux qui connaîtraient déjà. N'hésitez pas, vous avez tous les liens, en tout cas dans la description de l'épisode. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, allez-y. Faites-vous plaisir. On espère que ça vous plaira. Allez découvrir des pépites, du docu, du court, du long. Voilà, c'est vraiment c'est the place to be. Yes, et merci beaucoup Marc pour cette interview. C'était fort agréable. Fort agréable, je fais des liaisons qui n'existent pas. Oui, bah écoute. Merci à toi en tout cas d'être venu. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. À bientôt, merci.
Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.